Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Il y a beaucoup de raisons de détester quelqu'un. Peut-être qu'il vous a fait du mal, peut-être qu'il est grossier ou qu'il vous a blessé. Il y a beaucoup de raisons. Mais détester quelqu'un parce qu'il a plus de succès, au point de vouloir le tuer, c'est un peu tordu à mon avis. Je m'appelle Célina. J'ai 17 ans. Ma mère est une chef cuisinière très célèbre. Elle a même sa propre émission de cuisine que beaucoup de gens regardent dans tout le pays. Elle est douée et très créative. Elle a aussi une grande personnalité. Elle s'est occupée de nous toute seule après la mort de mon père dans un accident d'avion. Tout a commencé en cuisinant le plat préféré de ses voisins. Maintenant, elle est connue dans tout le pays. Elle a été invitée dans plusieurs émissions de télévision où elle a raconté son histoire inspirante. Je suis tellement fière de ma mère. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à elle. Tout le monde l'aimait. Enfin, tout le monde sauf Katrina. Katrina était la chef vedette avant qu'il ne laisse ma mère diriger l'émission de cuisine, malgré ses talents de cuisinière qui ont fait perdre énormément d'argent à l'émission. Le meilleur mot que je puisse trouver pour la décrire est un serpent rampant. Sa jalousie et son mépris envers ma mère sont insupportables. J'ai toujours eu l'impression qu'elle complotait contre ma mère. Ce qui est un peu ridicule, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. De temps en temps, je disais à ma mère de faire attention et de se méfier de Katrina. Mais elle me disait toujours que tout allait bien, que même si Katrina ne l'aimait pas, rien n'allait se passer. Alors je souriais, un peu nerveuse et un peu inquiète. Je ne pouvais pas savoir qu'elle serait bientôt confrontée au danger. C'était le jour de Thanksgiving. Maman faisait toujours une sorte de gâteau spécial que nous aimions tous dans l'émission pour que les gens puissent l'essayer à la maison. Ce jour-là, maman avait préparé le gâteau. Tout ce qu'elle avait à faire était de le couper devant le public. Nous avons donc ramené le gâteau de la maison au studio, puis nous l'avons donné à l'équipe des accessoires pour qu'ils le préparent, et le programme a commencé. J'étais parmi le public dans le studio. Ma mère était en pleine forme, préparant une recette après l'autre. Jusqu'au moment où le gâteau est arrivé. Ma mère était en train d'expliquer au public, et j'ai entendu un tic-tac. Je ne savais pas d'où il venait, mais il devenait de plus en plus fort. Ma mère parlait toujours au public, quand j'ai soudain réalisé que le gâteau était la source du tic-tac. Je me suis levée et sans réfléchir, j'ai crié « Maman, attention !» Maman m'a regardée et j'ai montré le gâteau. Et avant que je puisse dire quelque chose de plus, le gâteau a explosé. Heureusement, maman n'était pas dans la trajectoire de l'explosion. Après cela, le programme s'est arrêté. Ils ont appelé le type qui nous avait pris le gâteau à notre arrivée. Ils l'ont questionné. Il a dit qu'une femme l'avait porté dans le studio et l'a décrit. Ils ont cherché la femme dans tout le studio. Mais tout ce qu'ils ont trouvé, c'est une perruque et une paire de lunettes. Dans la loge. Alors ils ont vérifié les caméras de sécurité et ont découvert ce qui s'était passé. Katrina s'était déguisée et avait échangé le gâteau. La police a dit qu'elle chercherait jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et j'étais heureuse que ma mère soit en sécurité, mais je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ce jour-là aussi longtemps que je vivrai. Vous savez, parfois la vérité est encore plus étrange que la fiction, surtout si vous avez un sombre secret dans votre vie qui vous mettra en danger s'il était révélé. C'était mon cas. Et voici mon histoire. Je m'appelle Charlotte et j'ai 17 ans. Je vis avec ma mère. Mon père est décédé avant ma naissance, alors ma mère a dû m'élever toute seule. Ma mère savait tout de moi. Mes études, mes amis. Elle avait certaines règles que j'étais censée suivre. Par exemple, il était interdit de manger à l'extérieur, je ne pouvais pas être amie avec quelqu'un sans qu'elle sache tout sur lui avant, etc. Je trouvais ces règles assez paranoïaques, et je lui ai demandé pourquoi elle imposait de telles restrictions pour que je me fasse des amis. Elle m'a répondu simplement que, de nos jours, on ne peut faire confiance à personne. Mais ce n'était pas une réponse très satisfaisante. Et quand je lui ai demandé ce que cela signifiait, elle n'a rien dit de plus. En grandissant, ces règles me déconcertaient encore plus, et je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si elles avaient un rapport avec mon père, dont je ne savais rien. Maman disait toujours qu'il était un trouble-fête, et elle me disait que tout serait clair pour moi avec le temps. Un jour férié, j'ai rejoint un nouveau groupe. Nous avons fait beaucoup de concerts. C'était génial! J'étais douée pour jouer de la musique et chanter. Quand nous sommes allés camper, nous avons rencontré des étudiants d'autres pays. Nous nous sommes fait beaucoup de nouveaux amis et nous nous sommes amusés ensemble. Nous avons même eu la chance d'accroître la notoriété et la réputation de notre groupe. Après notre première représentation au camp,
Une fille asiatique s'est approchée de moi et m'a serré dans ses bras en disant « Charlotte, tu m'as beaucoup manqué !» Prise au dépourvu, j'ai demandé « Est-ce que je te connais ?» Elle m'a encore surprise en disant « Tu ne me reconnais pas ? Je suis Marie, ton amie !» J'ai souri et j'ai répondu « Tu dois te tromper, je ne te connais pas. » Après avoir insisté sur le fait qu'elle était bien mon amie, elle s'est excusée et est repartie en courant rejoindre ses amis. Bizarre. Maintenant que j'y pense, j'ai souvent eu l'impression étrange que quelqu'un m'observait partout où j'allais. J'ai essayé de me débarrasser de ce sentiment à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais pu. Je me disais simplement que ça devait être mon imagination. Ce soir-là, nous sommes tous allés faire une excursion dans la jungle. Il faisait très sombre. J'étais séparée du groupe et je me suis retrouvée seule, entourée d'arbres. J'ai appelé mes amis, mais personne ne m'a entendu. Soudain, je suis tombée sur quelqu'un. Une fille, semble-t-il, et je me suis excusée. Quand je me suis retournée pour la regarder, j'ai été choquée de voir moi-même, ou mon double. C'était comme si je me regardais dans un miroir. « Qui es-tu » ai-je demandé. « Je suis Charlotte » a-t-elle répondu simplement. « C'est impossible. Je suis Charlotte » dis-je avec assurance. « Es-tu avec nous ici au camping ?»« Oui » dit-elle. Je lui ai demandé quel était le chemin du retour vers le camping. Elle a indiqué une direction et nous sommes repartis. Alors que nous marchions, son téléphone a sonné. C'était son père. Il était inquiet pour elle et voulait s'assurer qu'elle allait bien. Nous sommes arrivés à nos tentes sans incident et j'ai dit « C'était vraiment agréable de te rencontrer, Charlotte. Je te verrai demain ?» Je ressentais une forte connexion avec cette fille pour une raison quelconque. Puis je me suis rendu compte que j'avais oublié mon sac et je suis allée le chercher. Et de nouveau, j'ai eu ce sentiment inquiétant d'être observée. Soudain, quelque chose me frappe à la tête. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée assise dans une voiture entourée de personnes portant des lunettes de soleil, et j'étais vraiment effrayée. « Qui êtes-vous » ai-je demandé. « Et qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Un homme m'a dit que mon père était la raison pour laquelle il m'avait kidnappée. Quand je lui ai répondu que mon père était mort il y a longtemps, il a juste ri. Puis il me pulvérisa quelque chose au visage et je perdis connaissance. Quand je me suis réveillée plus tard, l'autre Charlotte était attachée à côté de moi. L'un des hommes semblait confus de voir moi et a demandé à son patron laquelle de nous était la fille qu'il cherchait. Soudain, j'ai entendu quelqu'un crier « Stop! Ne bougez pas !» La police surgit de la ligne des arbres, encercla la voiture et apprehenda les hommes. Puis, ils nous détachèrent toutes les deux. Quelqu'un est apparu, l'air très inquiet. L'autre Charlotte a commencé à se réveiller et a demandé où elle était et ce qui se passait. Puis, elle vit son père et courut vers lui. Son père m'a alors regardé et m'a demandé mon nom et celui de ma mère. Quand je lui ai répondu, il a dit qu'il savait qui j'étais et m'a dit de transmettre ses salutations à maman et de lui dire qu'il continuait à garder son secret. Puis il me remit une médaille et me serra dans ses bras en disant qu'il n'était pas sûr que nous nous reverrions un jour. Je le regardais toujours d'un air confus. Alors il sourit et me demanda où était mon père. Et je lui répondis que mon père était mort. Il a dit que c'était leur accord entre ma mère et lui, qu'il essayait seulement de nous protéger, moi et l'autre Charlotte, qui se trouvait être ma sœur jumelle. Il dit avoir eu des problèmes dans son travail. Des gens ont menacé de nous tuer. Alors lui et ma mère ont décidé de nous séparer. Elle t'a emmené et j'ai pris ta sœur jumelle, a-t-il dit. Nous avons fait ça pour te garder en sécurité. J'ai appelé ta jumelle Charlotte, comme toi. Je me sentais encore un peu bouleversée à ce moment-là. C'était absurde. Je ne pouvais pas le croire. Soudain, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. « Charlotte, réveille-toi ! C'est l'heure de notre voyage. Tu as dû faire un cauchemar, car tu criais. » Je me suis réveillée et me suis retrouvée dans une tente avec mon ami. Quand je suis sortie de la tente, je me suis arrêtée. Juste en face de moi, me regardant dans les yeux, se trouvait une fille qui était mon reflet exact. Maman de substitution, un titre intrigant, n'est-ce pas? J'avoue, je ne m'attendais pas à devenir maman à si jeune âge. Mais les circonstances déterminent souvent le chemin que nous devons prendre pour nous-mêmes. C'est grâce à ma mère que j'ai fait ce choix. Mais gardez votre jugement pour la fin. Attendez d'entendre mon histoire. Je m'appelle Rita et j'ai 17 ans. J'étais heureuse de vivre avec ma famille. Mon père était médecin, ma mère était femme au foyer, j'avais 2 petites sœurs, Carla et Sarah, et nous vivions dans un quartier agréable et tranquille. Notre maison était toujours remplie de joie et de rire. Mon père était un père formidable et ma mère était une mère fantastique.
Nous jouissions d'une vie stable, jusqu'à ce que ma mère tombe soudainement malade. Elle a commencé à avoir des maux de tête fréquents. Mon père l'a emmenée chez un neurologue, qui lui a dit que sa situation était grave, qu'elle devait être opérée d'urgence. Notre vie a soudainement été bouleversée. Nous sommes devenus tristes et déprimés. Aucun de nous ne parlait beaucoup. Papa essayait toujours de consoler maman. Mais chaque fois qu'il était seul, il pleurait comme nous, les enfants. Notre vie est devenue sombre. Le médecin fixait une date pour l'opération, et plus la date approchait, plus nous étions anxieux. Lorsque le jour est enfin arrivé, nous avons préparé quelques affaires de maman pour les emmener à l'hôpital. Elle avait l'air de penser que c'était la dernière fois qu'elle nous voyait. J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, maman m'a appelée et m'a dit « Rita, tu dois t'occuper de ton père et de tes sœurs. » J'ai soudainement paniqué. « Maman, arrête de parler comme ça, ai-je dit. Tu vas guérir et revenir à la maison. » Elle mit sa main sur ma bouche et dit « Bien sûr que je reviendrai, mais tu dois t'occuper d'eux en mon absence. Tu feras ça pour moi ?» Je pleurais, mais j'ai essayé de me calmer et j'ai hoché la tête. Puis le docteur l'a appelée. Elle a serré tout le monde dans ses bras, puis est entrée dans la salle d'opération pour être opérée. Nous avons attendu à l'extérieur de la salle, inquiets. Après un court moment, le médecin est sorti et a appelé mon père rapidement. J'ai su ce qui s'était passé en voyant l'expression du visage du médecin. Mon père est revenu quelques minutes plus tard et nous a regardés. Nous pleurions et il nous a pris dans ses bras. Notre vie est tombée dans une routine misérable et ennuyeuse. Mon père et mes sœurs étaient toujours tristes et je faisais de mon mieux pour essayer de m'occuper d'eux. Un jour, mon père m'a appelé auprès de lui et m'a dit « Tu sais combien je t'aime. » Vous tous. Mais parfois, nous devons prendre des décisions difficiles. Je n'aimais pas ce que je venais d'entendre. Il a dit « Je vais devoir me remarier. » J'ai fait 2 pas en arrière et j'ai dit « Te remarier? Mais pourquoi ?» Et il m'a répondu « Nous avons besoin de quelqu'un qui prenne soin de nous. Je sais que personne ne peut prendre la place de ta mère, mais je n'ai pas attendu qu'il termine. » Et j'ai dit « Papa, je ne prendrai jamais la place de maman. Et personne ne le pourra jamais. Mais je ferai de mon mieux. Je ferai tout ce qu'elle faisait. Je suis assez âgée et responsable. Je peux m'en occuper. D'ailleurs, j'ai promis à maman que je le ferai. » Il m'a regardé intensément et a abandonné tout de suite l'idée de se remarier. Au début, il m'a été très difficile d'apprendre à faire tout le ménage et la cuisine, mais je m'y suis habituée petit à petit. J'ai cherché sur Internet des astuces pour rendre mon travail plus facile et plus efficace. J'ai demandé à mes sœurs de ne pas faire de dégâts à la maison et elles m'ont plus qu'aidée. Je leur achetais des cadeaux. Ma cuisine s'est améliorée après de nombreuses tentatives ratées. Lorsque j'étais fatiguée et que je voulais abandonner, je me souvenais du visage de ma mère, et cela me donnait la force de continuer. 10 ans plus tard, je suis toujours la maman de la maison. Papa ne s'est pas encore remarié. Mes sœurs ont grandi et se débrouillent bien dans leurs études. Notre appartement est toujours propre et nous sommes à nouveau heureux. La route a été longue, mais j'ai fait ce que je devais faire, et je l'ai bien fait. Ce qui est agréable avec la réussite, c'est de voir tous vos amis et votre famille être si fiers de vous et de vos réussites. Ce respect et cette appréciation mutuelle sont le fondement de la véritable amitié. Mon histoire parle de succès et d'amitié et aussi quand 2 amis deviennent incompatibles et ne vont plus de pair. Je m'appelle Chérie et j'ai 21 ans. J'avais une amie qui s'appelait Margot. Elle n'était pas seulement mon amie. Elle était ma meilleure amie, ma sœur. Elle était tout pour moi. Nous étions semblables à bien des égards, même dans nos passe-temps et nos rêves. Après la mort de mon père, maman et moi avons déménagé dans le quartier de Margot, car sa mère était la meilleure amie de ma mère. Je n'avais que 3 ans à l'époque, alors Margot et moi avons pratiquement grandi ensemble. À l'école, nous partagions les mêmes classes, étudions ensemble et faisions même équipe dans les labos. Elle et moi rêvions toutes deux de devenir pharmaciennes. J'ai eu du mal au lycée, mais je m'en suis sortie grâce au soutien et aux encouragements de Margot. Je n'avais pas autant de liberté et d'indépendance qu'elle, car ma mère me surprotégeait. C'est à ce moment-là que mon histoire a vraiment commencé. Lorsque j'ai décidé de m'inscrire à la faculté de pharmacie, Margot m'a demandé pourquoi j'avais choisi cette spécialité. Je lui ai répondu que mon père était mort d'une maladie maligne, incurable, et que mon rêve était de trouver un remède à cette maladie pour sauver des vies. J'ai étudié dur et je me suis inscrite avec succès à la faculté de pharmacie. Margot était très heureuse pour moi et elle m'a promis de rester concentrée sur la découverte du remède contre la maladie mortelle que je cherchais si passionnément. Je lui ai demandé de rester à mes côtés à tout instant, ce qu'elle a fait avec plaisir.
La faculté de pharmacie se trouvait à l'étranger, donc hors de mon pays. Je serais indépendante et libérée du contrôle étouffant de ma mère. Franchement, j'avais hâte d'y être. Margot et moi avons trouvé un endroit où loger près de la faculté, dans une auberge de jeunesse avec un groupe de filles de différents pays. Contrairement à moi, Margot a pu facilement se lier d'amitié avec elle. Nos études n'ont pas été faciles au début, mais nous avons travaillé dur et nous nous sommes débrouillés. J'étais tellement excitée de me plonger dans mes recherches et d'en apprendre le plus possible. J'interrogeais constamment les instructeurs et les médecins pour élargir mes connaissances. C'était mes débuts, et Margot est restée à mes côtés tout ce temps. Finalement, nous avons été diplômés de la faculté et avons entamé nos carrières. J'ai commencé dans une entreprise pharmaceutique et elle dans une autre. Nous étions maintenant des concurrentes en quelque sorte. Pour préparer mes recherches privées, j'ai loué un appartement près de mon entreprise. Margot a fait de même près de son entreprise. Elle me demandait toujours comment se passaient mes recherches. Elle savait que j'essayais de développer un antibiotique pour guérir la maladie mortelle de papa. Mais ce n'était pas facile, car le système immunitaire de l'organisme attaquait l'antibiotique et le détruisait avant qu'il ne puisse détruire les cellules malades. Je devais découvrir une substance neutre que le système immunitaire n'attaquerait pas, afin que le médicament puisse pénétrer dans l'organisme suffisamment loin pour trouver et détruire les cellules malades par des interactions chimiques. Mon premier travail de recherche a été rejeté, mais j'ai continué à essayer, et à chaque tentative, je découvrais quelque chose de nouveau. À cette époque, Margot était également occupée par son travail. Un jour, elle m'a appelée. Elle pleurait parce qu'elle avait été renvoyée de son travail. Il l'accusait d'avoir volé une étude importante. Je lui ai dit qu'elle était tellement compétente dans son travail qu'elle ne devait pas être triste, mais plutôt essayer de trouver un emploi dans mon entreprise. Je lui ai dit que je la recommanderais à mon directeur. Elle m'a serré dans ses bras et m'a beaucoup remerciée en disant « Tu es vraiment la meilleure amie du monde, chérie !» Le lendemain, j'ai parlé de Margot à mon directeur et lui ai dit qu'elle cherchait un emploi et qu'elle attendait dehors. Il lui a fait passer un entretien et lui a donné un emploi. J'étais tellement heureuse qu'elle et moi travaillions dans la même entreprise. Margot a continué à me poser des questions sur mes recherches et je lui donnais des nouvelles de temps en temps. J'hésitais à lui en dire trop, mais après tout, c'était ma meilleure amie. Alors, je l'ai invitée chez moi pour lui parler de mes recherches. Margot n'était pas aussi heureuse que je le pensais d'entendre parler de mes progrès, mais je me suis dit que c'était à cause de son récent licenciement. Mes recherches personnelles prenaient tout mon temps. Elles étaient même plus importantes que mon travail. Un jour, lorsque je me suis présentée au travail, mon responsable m'a dit qu'il n'avait plus besoin de moi et que j'étais licenciée, virée. J'étais choquée et j'ai demandé pourquoi. Il m'a répondu que je passais trop de temps à la maison à faire mes recherches personnelles et trop peu de temps au travail. Il m'a dit qu'il avait envoyé plusieurs lettres à mon domicile me demandant de revenir travailler et que je ne lui avais pas répondu et que je n'étais pas revenue au travail. Il m'a dit que ma colocataire, Margot, avait reçu les lettres en mon nom et avait promis de les remettre. J'étais choquée. Je lui ai dit qu'elle ne m'avait jamais rien dit. De retour à la maison, j'ai confronté Margot et lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas remis les lettres de mon patron comme elle l'avait promis. Elle s'est excusée et a dit qu'elle avait reçu les lettres, mais qu'elle était si occupée qu'elle les avait mises de côté et oubliées. Je lui ai pardonné, mais j'ai eu l'impression qu'elle n'était pas tout à fait honnête avec moi. J'ai mis l'affaire de côté et lui ai dit que le fait d'être licenciée me permettrait simplement de libérer du temps et d'en consacrer davantage à mes recherches personnelles. Quelques jours plus tard, Margot m'a appelée pour me demander de venir faire la fête avec